Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la 3e édition de Rencontres académiques. C'est un plaisir, c'est un immense plaisir de vous accueillir ici ce soir, si nombreuses. Avant de commencer, je veux remercier à l'ESCP pour son accueil, surtout à Julien, à Laetitia et à Sabrine et à toute l'équipe que j'ai rencontrée et que je n'ai pas encore vue. Merci beaucoup. Et également, je profite à remercier toute l'équipe de Shift, notamment à Lila et à Mona pour leur soutien. Et ouais, merci. Sans plus attendre, je vais vous retrouver juste après, mais sans plus attendre, je vais laisser les paroles et je vous invite maintenant à accueillir Julien Schmitt, qui est professeur à ESCP et que je remercie une deuxième fois pour l'accueil. Bonjour à tous, je vous prends vraiment 5 minutes, mais déjà je suis très content de vous accueillir. Donc je suis Julien Schmitt, je suis professeur à l'ESCP et je suis aussi coordinateur du département, oui, il y a ma tête, du département académique durabilité ici. Donc évidemment, on est très heureux et honoré d'accueillir le Shift Project ici pour leur rencontre académique et surtout sur un sujet aussi crucial que la justice sociale dans la transition écologique. En effet, il y a beaucoup de défis à la transition écologique. On parle souvent des défis technologiques, des défis économiques, mais la transition, elle ne se fera pas si elle n'est pas acceptée socialement et si elle n'est pas considérée comme juste socialement. Donc j'ai déjà hâte de voir toutes les tables rondes et les interventions sur ces questions-là, sur l'accès équitable aux ressources énergétiques et aux solutions énergétiques durables. Il y a énormément de questions sociales, y compris la perte, la peur de la perte d'emploi dans certains secteurs, par exemple, et donc la nécessaire reconversion dans d'autres, la résistance au changement aussi par les citoyens dans les comportements de consommation, les inégalités entre pays au niveau mondial, etc. Donc, extrêmement intéressant. Sur ces deux sujets, transition écologique et justice sociale, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent les écoles de commerce, elles ne sont pas forcément considérées comme des parties prenantes extrêmement crédibles sur ce sujet. En tout cas, moi, quand je vais dans mon asso de quartier pour participer à des actions sociales et des actions sur le climat et que je me présente à des nouveaux venus et que je leur explique que je suis prof en école de commerce, il y a un silence quand même. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu fais beaucoup plus partie du problème que de la solution. Et c'est vrai, historiquement, évidemment, les écoles de commerce, on a beaucoup plus fait pour la reproduction des élites et pour la préservation du modèle capitaliste, extractiviste, croissance infinie, etc. Donc je ne vous fais pas le topo, mais du coup, il est extrêmement important d'avoir ces discussions, extrêmement important de prendre ces critiques et de les intégrer si on veut vraiment être capable d'offrir quelque chose qui soit pertinent dans la transition et dans la lutte pour la transition écologique. Donc c'est juste pour ça que je voulais vous prendre 5 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un département académique durabilité dans une école de commerce et qu'est-ce que j'y fais. Du coup, notre mission, elle est triple. On a d'abord une mission d'enseignement, où notre but, c'est de permettre à nos étudiants plusieurs choses. D'abord, une prise de conscience et une compréhension des grands enjeux de la crise écologique, qui soit fondée sur une base scientifique commune et non négociable. Et comme vous le savez, surtout aujourd'hui, avec toutes les fake news, etc., c'est assez compliqué de se mettre d'accord et d'imposer presque cette base scientifique commune et non négociable, et on essaie de le faire. On a le fait d'avoir créé un département académique sur cette question nous a permis d'avoir dans tous nos programmes des cours fondamentaux, de tronc commun obligatoires, où les étudiants passent par des questions de climat, de biodiversité, de ressources naturelles, et d'essayer de comprendre l'interaction entre ces grands enjeux et des éléments de management, comme la transformation de business model, comme les modes de gouvernance, la discussion sur les modèles de croissance, etc. etc. Le deuxième objectif de l'enseignement, c'est aussi d'essayer de leur apporter une connaissance et une maîtrise des outils pour incorporer ces enjeux dans leur métier futur. Donc là, on a développé beaucoup de cours spécialisés sur ces questions, qui arrivent plutôt plus tardivement du coup dans leur scolarité, des cours sur énergie-climat, économie circulaire. On a des cours où on apprend à faire une
analyse de cycle de vie, un calcul de bilan carbone, etc., que les étudiants peuvent prendre à des niveaux plus avancés dans leur scolarité. On a aussi des masters spécialisés, donc c'est des programmes plus longs, un an et demi, qui sont 100% dédiés à ces questions-là. On essaye aussi d'avoir un élargissement de ce qu'on appelle la fenêtre des savoirs légitimes. Alors, qu'est-ce que c'est que les savoirs légitimes? Dans une école de commerce, traditionnellement, les savoirs légitimes, c'est le textbook de finance, de stratégie, de marketing, c'est le Kotler, etc. C'est le porteur. Et on essaye de faire venir d'autres voix, que ce soit des scientifiques, des activistes, des associations, des entrepreneurs sociaux et aussi des gens qui sont dans des organisations plus classiques mais qui vont essayer de faire bouger les lignes dans ces organisations plus classiques, et on les fait venir et on les présente comme le savoir légitime que les étudiants peuvent utiliser pour leur carrière future. Évidemment, tout ça, ça ne se fait pas facilement. Hein, ces transformations, ceux qui font des transformations dans leur organisation, ils savent que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de résistance. Je citerai juste deux éléments auxquels on se confronte. Ça va être la dissonance cognitive. Quand les étudiants arrivent et ils sont exposés à énormément de cours différents. Je ne vais pas faire les stéréotypes, mais bon, quand on sort d'un cours de finance de marché et qu'on arrive en cours de durabilité, il peut y avoir une dissonance cognitive assez importante quand on est confronté aux conséquences de ce qu'on vient d'apprendre. Et puis l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, ça c'est des choses où nous, profs, on n'est pas formés pour... on n'a pas... Moi, j'ai pas eu de formation qui m'a appris à créer de l'éco-anxiété chez des jeunes quand je leur présente des processus, des grands enjeux. Mais en même temps, j'ai coutume de dire à mes étudiants que s'ils sont pas... Enfin, quand on leur expose la situation, s'ils ne sont pas anxieux de la situation, c'est qu'ils n'ont pas compris la situation, en fait. Et donc, qu'il faut essayer de mieux comprendre. Mais par contre, je pense qu'ici, il y a beaucoup de shifters, donc il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce stade et qui doivent l'adopter, et l'adapter plutôt, et faire avec, et apprendre à transformer ça en action. Donc c'est aussi ce qu'on essaie de faire, d'utiliser en fait une sorte de carburant émotionnel pour faire passer des messages et faire passer des connaissances. Et finalement, on a aussi la formation de nos collègues, qui sont des chercheurs en management, qui n'ont pas de formation spécifique sur ces questions. Et le but, c'est pas que la durabilité soit contenue dans le département durabilité, mais que ça s'exporte dans les autres départements. Ça, c'était le premier pilier. Je vais être extrêmement rapide pour les autres piliers parce qu'on me fait signe de la montre. Mais le premier pilier, c'est l'enseignement. Le deuxième pilier, c'est la recherche. Donc là, il y a énormément de... Les étudiants le savent moins et le grand public le sait moins, mais avant des enseignants, on est jugé sur notre production scientifique et les articles qu'on publie dans les revues scientifiques. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on incorpore dans notre travail, les limites planétaires, dans l'échange de gestion, qu'est-ce qui va faciliter ou inhiber la transformation de business model, qu'est-ce qui va faciliter ou inhiber les transformations de consommation, etc. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus dans nos recherches. Et finalement, la troisième mission, ça sera une mission d'essayer d'influencer donc dans l'accueil ou l'organisation d'événements comme cela. La semaine dernière, on a organisé un événement sur ce qu'un de nos chercheurs appelle l'organocène, c'est-à-dire vraiment la responsabilité des organisations et la façon dont elles sont organisées dans la crise climatique. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on fait. Je me tais, c'est pas du tout pour le SCP que vous êtes là, mais je voulais juste faire ce point-là et à nouveau vous accueillir chaleureusement. Voilà, merci beaucoup. On va donner la parole au président de Shift Project, M. Jean-Marc Jancovici, qui va nous présenter qu'est-ce qu'on fait au Shift. Je demande de faire sans slide parce que je ne sais pas quelle est la fraction des gens dans la salle qui le connaissent, qui n'ont jamais entendu. Alors tu vas me dire qui n'ont jamais entendu parler du Shift Project. Il n'y a personne. Bon, il y a personne. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir faire l'économie d'introduction. Je vais juste du coup plutôt faire une petite note d'ambiance dans le contexte actuel. Et puis dire un peu où se situent les rencontres académiques dans le panorama global. Donc le Shift Project, comme vous le savez, c'est une association qui milite depuis maintenant un certain nombre d'années pour qu'on mette en route à la bonne échelle, au moins dans ce pays, puisque c'est ça l'horizon géographique qu'on s'est donné pour le moment,
une décarbonation qui soit cohérente avec ce qu'il faut faire si on veut que la planète dans son ensemble évite de trop se réchauffer. Il se trouve que dans notre pays, et ça c'est aussi une marque de fabrique qu'on a depuis très longtemps, ça correspond aussi au fait qu'il faut qu'on invente une manière de fonctionner en étant plus dépendant de combustibles fossiles qui sont totalement importés. On parle souvent de la part de la France dans les émissions en disant « Ah, ça c'est pas un sujet parce que 1%, pensez-vous, monsieur Lame, c'est pas la peine qu'on s'en soucie ». Mais ce qu'il faut aussi rappeler, et en fait on s'en rend compte de plus en plus quand on regarde la manière dont se passe l'économie, on se décrit physiquement l'économie maintenant depuis 10-15 ans, il faut aussi rappeler qu'en France, on importe 99% de notre pétrole, on en produit un tout petit peu dans le bassin parisien, on importe 100% de notre gaz et on importe 100% de notre charbon. Donc le fait de décarboner l'économie est quelque chose qui devra se passer aussi de gré de force, à un moment ou à un autre, pour des raisons souterraines, j'ai envie de dire, et pas seulement des raisons aériennes. Et l'actualité nous rappelle que c'est peut-être aussi une très bonne raison dont il faut se préoccuper un peu plus d'aller de l'avant. Donc le Shift Project a toujours marché sur ces deux jambes, plus exactement, qu'on appelle chez nous la double contrainte carbone. D'une part, l'énergie fossile perturbe le climat, mais d'autre part, elle est épuisable, pas perpétuelle. Et le contexte géopolitique actuel nous rappelle qu'on ne peut pas compter toute notre vie sur la mondialisation heureuse pour avoir toujours ce qu'on veut, où on veut, dans la quantité qu'on veut et quand on veut. La deuxième chose que j'ai envie de rappeler, c'est que le Shift Project est depuis longtemps, parce qu'il y a une bonne partie des gens dans la salle qui me connaissent très bien aussi, une organisation duale entre le Shift Project lui-même et les shifters, c'est-à-dire une association de personnes physiques, que de l'extérieur, c'est pas toujours facile de dissocier les deux, mais que c'est parfaitement assumé et que c'est parfaitement délibéré, parce que ça permet comme ça de démultiplier notre action. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire dans ce petit mot d'introduction, c'est que depuis l'origine, on a toujours considéré que notre mandat était de ne pas nous mettre en porte-à-faux avec les faits. Alors on aurait en ce moment de gros problèmes si on était américain et si on était financé par l'État fédéral américain, parce que vous pouvez constater que dans ce pays actuellement, c'est le retour du macartisme, on est reparti dans la chasse aux sorcières, c'est du macartisme pur jus, du maclimatisme, on devrait faire ça. Mais nous, depuis toujours, on a considéré qu'on avançait en accord avec l'état de l'art, des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ça vaut incidemment pour le changement climatique, ça vaut pour la biodiversité et ça vaut pour les ressources minérales et fossiles. Hein. D'une manière générale, on a considéré qu'on ne se mettait pas en porte-à-faux avec l'état de l'art. Et ça nous a toujours conduit, depuis l'origine aussi, à avoir un lien particulièrement fort avec le monde académique. Donc on aime bien fréquenter les gens du monde académique. On a organisé plusieurs écoles de physique aux douches. On cherche à favoriser le lien qu'on a avec le monde de la recherche, le monde académique et le monde de l'expertise technique. Et donc, il y a quelques temps, on a décidé qu'on allait en faire des événements à part entière, qui sont ces fameuses rencontres académiques qui ont lieu ce soir, qui sont un moment où on profite d'une présentation particulière d'un certain nombre de travaux de recherche parce qu'on estime que c'est utile pour la façon dont nous allons pouvoir mener notre travail. Voilà. Donc c'est ça l'esprit de ces rencontres académiques et ça s'inscrit dans un mode de fonctionnement qui est notre mode de fonctionnement depuis toujours, depuis qu'on est créé, depuis 15 ans, dès l'âge de l'adolescence. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent encore une fois les rencontres de ce soir, que je vous souhaite fructueuses. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, comme maintenant on sait très bien qu'est-ce qu'on fait au Shift, je vais essayer de vous raconter qu'est-ce que ça veut dire les rencontres académiques et pourquoi on a choisi ces thématiques. Mais avant de commencer, je vais vous faire voyager un tout petit peu dans le temps. Nous sommes en octobre 2018 et les prix des diesels est en train d'augmenter, alors que le pouvoir d'achat ne suit plus. Vous vous souvenez ce qui s'est passé ensuite ? Gilets jaunes, oui. La France a découvert une loi physique implaçable. Les transitions énergétiques ne se décrètent pas, elles se vivent au quotidien, dans les déplacements de trajet domicile-travail, dans les choix contraintes de quotidien, dans les budgets de ménage. Alors moi, citadine toujours,
J'ai même pas de permis de conduire, en vrai. Et c'était une alerte. Et sérieusement, je n'ai jamais eu besoin de conduire pour me rendre au bureau. Donc au début, pour moi, c'était un petit peu difficile à comprendre l'ampleur de ce sujet. De plus, économiste de formation, je donne un bon profil, je comprenais très bien le mécanisme classique. Il faut taxer les énergies fossiles pour en sortir et investir dans la transition pour accélérer. Mécanisme imparable. Sauf que dans le terrain, les choses ne marchent pas aussi bien. Les belles équations qu'on trouve sur les PDF butent face à une réalité qui est plus complexe que ça. Donc, bonsoir, je suis Zeynep Kahraman, responsable de monde académique et de recherche de Shift Project. Et c'est justement les questions, comment vit-on la transition quand on n'a pas les mêmes moyens et quand on n'a pas les mêmes alternatives? C'est les réponses qu'on cherche à donner à ces questions qui nous a motivés à nous réunir ici ce soir. Donc je vous ai dit, je vais essayer de vous expliquer un peu c'est quoi toutes ces rencontres académiques. Et je vous ai dit que c'est la 3e fois qu'on s'est réunis autour de cette thématique. Alors il y a 2 ans, nous avons décidé de créer les rencontres académiques de Shift. Vous ne m'entendez pas bien, j'imagine. Ça va mieux? Vous voulez que je recommence? Ok. On n'a pas du tout en retard. Il y a 2 ans, donc, nous avons décidé de créer ces rencontres académiques avec l'ambition de toucher simultanément ces 2, je vais essayer de laisser ça, ouais, simultanément les 2 piliers essentiels de Shift, éclairer et influencer les débats sur la transition énergétique. On voulait créer un lieu où la recherche peut dialoguer avec l'expérience opérationnelle pour mieux comprendre et relever tous ces défis à venir liés à ces transitions. L'objectif de ces rencontres est donc double. D'une côté, approfondir notre savoir. On veut explorer ensemble les avancées récentes de la recherche, notamment liées aux questions, justement, nous, on n'a pas l'habitude de traiter dans notre cadre, justement, ces prismes d'énergie et climat directement. Donc, parfois, ce sont des questions qui sont en marge de nos domaines habituels. Ces échanges avec des chercheurs qui sont experts de leur sujet nous offrent l'opportunité justement de voir ces enjeux sous un angle différent qu'on a l'habitude de regarder et donc d'enrichir notre compréhension de ces enjeux. D'une autre part, inspirés de ces décisions éclairées, en partageant ces travaux et ces idées, nous visons à nourrir un débat constructif pour que ça permette justement aux décideurs de s'appuyer sur la science pour orienter nos choix collectifs. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est plutôt une démarche d'écoute et de collaboration. Donc je dois insister sur un point, que ces rencontres ne sont pas conçues, contrairement à nos habitudes, pour présenter nos travaux, mais au contraire, elles ont été pensées pour écouter et d'apprendre des experts de ces sujets. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est plutôt animer ces débats participatifs et créer un espace d'échange. Passons maintenant au cœur du sujet. Et pourquoi ces thèmes? Comme vous avez reçu l'invitation et vous avez bien compris qu'on va parler des transitions justes, même si c'était écrit les enjeux différenciés de la transition énergétique pour différents groupes sociaux. Alors, pourquoi avons-nous choisi ces sujets? Je ne vous apprends pas, les transitions énergétiques représentent un défi de taille. Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente pour la France? Concrètement, pour la France, si on veut respecter nos engagements, ça représente de réduire notre empreinte carbone approximativement vers 5 tonnes de CO2 équivalentes par personne en moyenne. Or, aujourd'hui, comme vous voyez, c'est plutôt l'ordre de grandeur de un peu plus de 9 tonnes de CO2 équivalentes par personne en moyenne. Mais comme j'ai essayé d'insister sur le mot « moyenne », ce sont des moyennes. Quand on examine les choses de plus près, les chiffres révèlent une réalité contrastée. Comme vous voyez, je parle en moyenne, c'est 9 tonnes par personne.
Mais on peut également trouver, si on regarde de nombreux ménages modestes, on peut peut-être arriver à les chiffres qui est un peu plus 5 tonnes en moyenne. Ça peut être encourageant parce qu'on veut arriver à 5 tonnes. Donc on peut dire qu'il bon, y a des solutions. Mais en fait, ces résultats peut cacher parfois une sobriété plutôt subie que choisie. À l'inverse, l'empreinte carbone des foyers les plus aisés peut atteindre les chiffres vers 25 tonnes, un peu peut-être moins, un peu plus, je vais laisser les chercheurs me dire les vrais chiffres. Mais là encore, il ne faut pas s'arrêter en moyenne. Ça ne signifie pas que systématiquement, tous les ménages modestes émettent, enfin, qu'ils ont une empreinte systématiquement plus faible que tous les ménages plus aisés. Si on regarde cas par cas, on peut trouver un ménage qui fait partie des groupes modestes, peut avoir l'empreinte carbone un petit peu plus élevée que des foyers plus aisés. Donc, les actions qui composent notre empreinte, donc qui sont en même temps les leviers pour le réduire, se vivent de façon très différente selon nos situations. Si on habite dans la ville ou à la campagne, si on est les propriétaires d'un véhicule ou, comme moi, habitué aux transports en commun, ou si on vit dans un logement plutôt moderne ou ancien, enfin, j'en passe, vous voyez un peu l'image. C'est pourquoi cette rencontre se veut l'occasion d'explorer ensemble ces disparités. L'objectif n'est pas pointer des doigts pour dire qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme si, absolument donner l'exemple d'une personne parfaite qui doit consommer tel-ci, comme ci, comme ça. Mais c'est plutôt comprendre comment ajuster nos actions à la diversité des réalités pour faire de la transition une réussite partagée. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai hâte d'écouter nos intervenantes. C'est pour ça qu'on est là. La soirée s'est structurée en 2 temps forts. La première partie, on va écouter des chercheurs qui vont nous apprendre par leur angle d'analyse pourquoi et comment la transition doit être pensée en intégrant ces dimensions. Et dans un second temps, une table ronde réunira des experts des différents horizons pour confronter leur point de vue sur des domaines concrets, la mobilité et le logement. Sans plus attendre, je vais bien passer les paroles. Je vous invite maintenant à accueillir Solange Martin, qui est sociologue d'ADEME, pour nous partager ses analyses et recommandations. Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous présenter les résultats d'un travail fait à l'ADEME et qui a donné lieu à un avis sur la transition juste publié en avril dernier. Et pourquoi l'ADEME s'est-elle intéressée à la transition juste ? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que c'est un terme qu'on retrouve assez fréquemment dans les débats. C'est un terme un peu fourre-tout. Chacun met un peu ce qu'il veut dedans, sans forcément s'assurer que tout le monde en partage le contenu. C'est aussi un peu un terme baguette magique. Si la transition ne se fait pas, c'est parce qu'elle n'est pas injuste. Enfin, c'est parce qu'elle est injuste. Si elle était juste, elle se ferait. Et puis, comble du comble, c'est devenu même un discours permettant de légitimer l'inaction climatique. On ne fait pas la transition parce qu'elle est injuste. Donc, pour mettre un petit peu de clarté dans tout ça, on a regardé ce que c'est que la transition juste. Parce que c'est le terme qui est inscrit dans les textes internationaux et parce que ça permet aussi d'éviter les conflits ou les discussions de valeurs sur c'est quoi qui est juste. La justice, c'est extrêmement complexe. Il y a plusieurs registres de justification. Il n'y a pas de méta-registre qui permet d'organiser tout ça. Décider collectivement ce qui est juste, ça veut dire faire un débat politique, plus ou moins éclairé, plus ou moins démocratique. Mais voilà, est-ce qu'on peut aller au-delà de ça et dire quand même un certain nombre de choses sur ce qu'est la transition juste ? Alors, on a un atout dans ce programme de travail qui est que cette notion, c'est une vieille notion, elle a 30 ans, et elle est inscrite dans des traités, elle a un contenu, et si on regarde d'où ça vient, ça va nous donner des choses intéressantes. Alors, déjà, c'est né où, la transition ? C'est né
dans le syndicalisme américain des années 90. C'était le président des industries, enfin président du syndicat des industries de chimie et d'énergie aux États-Unis, Tony Mazzocchi, qui a dit « Ok, on va faire des régulations environnementales, mais je veux un super fonds de compensation parce qu'il ne faut pas que mes salariés payent pour l'air pur et l'eau propre avec leurs emplois, leur niveau de vie ou leur avenir. » Et ça, c'est très révolutionnaire à deux endroits. D'une part, parce que jusqu'alors, il y avait une sainte alliance entre le patronat et le monde syndical pour s'opposer à toute régulation environnementale au motif que c'était incompatible avec l'activité même. Donc là, déjà, il ne s'oppose plus à la transition, ce qui est quand même déjà très très bien. Il dit oui, c'est quand même intéressant. Hein. Mais il dit autre chose, et éthiquement, c'est quelque chose d'assez exotique aussi, ce qui est que la poursuite de l'intérêt général, ça met à mal des intérêts particuliers, et qu'il faut donc que le collectif soit solidaire de ces intérêts particuliers qui sont mis à mal. Donc, première chose à savoir et à retenir, dans transition juste, le premier mot, c'est transition. Il n'y a pas de transition juste sans transition. Et puis, on sait tous ici que la transition, ça va impacter de manière très négative les plus vulnérables dans nos pays et dans l'ensemble du monde, et que d'une certaine manière, c'est une politique sociale, c'est aussi une politique économique et commerciale différée dans le temps, mais c'est surtout aussi une politique sociale différée dans le temps. Alors après, on a quand même des problématiques de justice intertemporelle, donc c'est pas parce que ça sera mieux pour les plus vulnérables plus tard que ça n'est pas difficile pour eux maintenant. Et puis on a aussi des choix différents de transition, et c'est pour ça que la question de la justice, elle se pose aussi véritablement. Alors donc la transition juste, c'est déjà historiquement accompagner la décarbonation des activités brunes. Et puis aussi, et les syndicats ont repris ça de manière très, commune, puisque ça a été repris par les organisations syndicales du Canada, mais aussi au niveau international, mais aussi au niveau européen. Et donc leur position initialement défensive, où il faut défendre les emplois, en gros, a été aussi transformée par une optique un peu plus offensive, qui est de profiter de la transition et des opportunités pour créer, maximiser le maximum d'emplois et d'emplois de qualité. Alors, cette logique-là, elle est implémentée dans le préambule de l'accord de Paris, dans un mécanisme européen qui s'appelle le mécanisme de transition juste, qui fait exactement ça, c'est-à-dire venir en aide aux activités brunes et développer les activités vertes. Il y a aussi l'OIT qui a travaillé sur un rapport en 2015 sur des guidelines pour une transition juste. Alors on se dit, mais ce n'est pas exactement ce qu'on nous a présenté. On a un peu parlé d'emploi quand même, mais en France, on voit tout de suite la transition comme quoi? Comme la transition socialement juste. Alors ça en fait partie, et ça en fait partie parce que les politiques climatiques, elles ont des impacts sur l'ensemble en fait de la société et du tissu économique, et puis elles ont aussi, et c'est le titre de la conférence d'aujourd'hui, des impacts différenciés selon les acteurs économiques, les territoires et les groupes sociaux. Et donc on a une toute autre logique là, qui est celle de défocaliser de qui pollue ou qui ne pollue pas, pour regarder qui est vulnérable et qui ne l'est pas aux politiques de transition elles-mêmes. Et donc, il s'agit de ne pas accroître, voire même de réduire les inégalités et les discriminations. Ça, c'est la logique de l'orientation. Il y avait une orientation de transition juste dans la stratégie nationale bas carbone, la 2. L'actuelle, c'est mentionné, mais ce n'est pas pour le moment encore très, très développé. Et puis, ce sera la logique du Fonds social européen pour le climat qui doit se mettre en place dans l'optique de l'élargissement des quotas européens au secteur du bâtiment et des transports. Et c'est bien toute autre logique. Ce n'est pas d'un côté les entreprises et de l'autre les ménages. Non, vous avez aussi des ménages dans la première logique. Quand on fait des aides à la rénovation immobilière, on vous aide à verdir votre actif, votre patrimoine immobilier. Quand on vous fait un bonus pour acheter un véhicule électrique, c'est pareil. Et de l'autre côté, le Fonds social européen, il va aussi venir au secours des entreprises particulièrement vulnérables, notamment à l'augmentation du coût de l'énergie. Alors ça veut dire qu'il faut faire quoi pour prendre en compte les vulnérabilités? Être attentif à la pauvreté, mais aussi à l'appauvrissement.
et puis également aux discriminations indirectes, territoriales et sociodémographiques, parce que les inégalités, elles ne sont pas que de revenus, elles peuvent être aussi territoriales, de genre ou d'âge, par exemple. Alors là, on se dit, on est juste? Eh bien, toujours pas, parce qu'il manque encore une dimension qui est transverse aux 3 premières, qui est que les inégalités, elles résident aussi dans la capacité à faire valoir ses intérêts et son point de vue. Et c'est pour ça qu'il faut adopter et assurer une transition la plus démocratique ou collective possible sur les 3 premières logiques. Mettre en œuvre la transition, accompagner les brins verts et prendre en compte les vulnérabilités. Et pour tout ça, il faut élaborer des politiques et les mettre en œuvre de la façon la plus collective possible. Je vous rappelle que ça vient du syndicalisme, donc le dialogue social, ce n'était pas un détail pour eux. Donc il faut impliquer les parties prenantes, les citoyens, mais aussi les corps intermédiaires, et ce, à toutes les échelles territoriales. Et quand on fait ça, quand on passe du 1-2 au 3-4, on a fait un truc qui est qu'on a élargi le périmètre de l'action des strictes questions environnementales, énergétiques et climatiques à l'ensemble de la société. Et ça rappelle que la transition, ça n'est pas qu'une affaire d'environnement ou d'énergie, c'est bien une affaire globale de transition, on va dire, sociétale. Alors, une fois qu'on a un petit peu clarifié, j'espère, les logiques de la transition, juste regardons les enjeux maintenant, les enjeux réels. Ça correspond à quoi? T'en restant 20 minutes, mais c'est parfait. Alors, je vais le faire. Je vais commencer par la fin. Je vais commencer par les enjeux démocratiques. Les attentes, c'est que oui, à l'heure actuelle, les Français sont un peu fâchés avec la démocratie. Il y a un peu de défiance. On est un des pays qui est le plus... Les derniers sondages, que ce soit du Cevipof ou autres, montrent que ça ne s'arrange pas. Et il y a une forte attente dans le sens où on leur demande, notamment dans la plus vieille enquête sur les représentations sociales du changement climatique faite à l'ADEME, à quelles conditions ils accepteraient des changements radicaux dans leur mode de vie. La deuxième condition, c'est je veux pouvoir avoir mon mot à dire sur ces questions-là, et ça va juste derrière la question de la répartition équitable des efforts entre tous les membres de la société. Et puis, il y a aussi des attentes côté syndical. Alors, ce n'est pas pour leur faire de la pub, mais en l'occurrence, la CFDT est assez avancée là-dessus. Il y a un référent transition juste dans chaque fédération de la CFDT. C'est dire qu'ils sont prêts. Donc les défis en face, c'est qu'on a une époque qui est quand même un peu faite de fake news et de défiance envers les institutions. Et les solutions qu'on pourrait imaginer, c'est aussi de repenser les mécanismes de la participation. Parce que alors on a aussi beaucoup utilisé la démocratie participative comme baguette magique pour réconcilier tout ça, mais on sait, les études l'ont montré, que ça peut être encore plus discriminant, c'est-à-dire qu'il y a encore moins de diversité et de gens qui participent au dispositif de réunions publiques et autres que de gens qui votent. Donc, une des manières de dépasser cette difficulté, c'est peut-être de faire des conventions, style Convention citoyenne pour le climat ou jury citoyen qui existait avant, c'est-à-dire regrouper des participants tirés au sort pour représenter l'ensemble de la population, qui sont indemnisés parce qu'ils font un travail d'utilité collective, et avec, ce qui n'a pas totalement été le cas tout le temps dans la mise en place de ces dispositifs, une redevabilité du politique, c'est-à-dire une obligation de la démocratie représentative, non pas de suivre toutes les recommandations faites par la démocratie participative, mais d'expliquer, de justifier lorsqu'il s'écarte de ces recommandations, ce qui permet d'avoir quand même le sentiment d'avoir été entendu et de comprendre pourquoi on ne fait pas ce qu'on a proposé. Donc il y a vraiment une articulation à repenser là-dessus. Également réactiver le dialogue social avec les corps intermédiaires. Donc ça, la Commission européenne essaye de le faire, mais on pourrait le faire de manière un petit peu plus importante chez nous aussi. Il y a certainement des actions en matière d'éducation, de transparence, d'éthique scientifique. Et puis rappelons quand même que tout ça, ça dépend aussi d'un état de cohésion sociale, ça dépend des inégalités aussi globales dans un pays. Alors,
on remonte maintenant les enjeux de transition juste en termes de vulnérabilité, de différence de vulnérabilité. Alors, plusieurs choses à noter là-dessus, des rapports entre inégalité, transition et justice. Rappelons, et ça on le sait depuis Aristote, que l'égalité elle est injuste si elle s'applique à des objets inégaux, parce que du coup elle entérine, voire elle accroît les inégalités existantes. Un exemple tout simple, vous faites une taxe carbone, égale pour tout le monde, X% d'eux. Les plus riches payeront plus en valeur absolue, mais en valeur relative du budget, ils payeront moins. Et en plus, ça va être au détriment de dépenses du type se soigner, se nourrir. Donc ce sera particulièrement injuste. C'est bien pour ça qu'on a des taux de TVA différenciés en fonction des biens et des services et qu'on a aussi une fiscalité progressive pour justement réguler tout ça. Donc il y a un moment, ce qui est juste, ça peut être justement ce qui est inégal. Et puis, ça on le sait en sociologie et aussi en sciences politiques, les écarts et les inégalités sont aussi considérés comme justes par nos concitoyens. C'est-à-dire que si j'ai la même chose que mon voisin qui a fait moins d'études ou qui travaille moins, etc., je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas considéré que c'est juste. Et donc, un des enjeux là, c'est que si on tasse en gros tout le monde vers le bas, on va avoir des ressentiments importants en matière de déclassement. Sur le plan des émissions, on sait qu'il y a des énergies qui sont parfois positives entre la réduction des inégalités et la réduction des émissions, mais globalement, si on prend aux plus riches pour mettre en place des infrastructures décarbonées qui servent à tout le monde, ça marche. Mais si vous prenez aux plus riches pour redistribuer aux plus pauvres, vous pouvez avoir un résultat inverse qui est d'augmenter les émissions parce que les plus riches épargnent plus et les plus pauvres consomment plus. C'est simple. En revanche, les synergies sont à peu près toujours positives et grandement positives entre réduction des inégalités et résilience aux effets actuels et futurs du changement climatique. Là, il n'y a pas photo, vous réduisez vos inégalités, vous réduisez vos impacts. Or, d'un côté, réduire les émissions, réduire les impacts. Alors, ça ne marche pas pour les écosystèmes, en revanche, mais en tout cas pour les populations humaines, là, vous avez un lien direct. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en matière de transition juste ? C'est qu'il ne faut pas accroître, voire même réduire les inégalités et les discriminations. On a, et on le sait, 10% des ménages français qui font partie, 10% des ménages français, mais quand on compte uniquement ceux qui payent plus de 8% de leurs revenus en dépenses énergétiques et qui font partie des 3 premiers déciles de revenus. Ces gens-là, ça fait quand même 10,8%, c'est quand même pas rien, Français sur 10. Il faudrait éviter d'augmenter ce taux, évidemment. Et puis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut aussi contrôler les effets distributifs sur la population et sur le tissu économique. C'est-à-dire que si vous allez appauvrir de manière excessive par rapport à d'autres catégories sociales, le monde rural ou périurbain, par rapport aux gens des villes qui n'ont pas besoin d'avoir... Alors moi j'ai mon permis, mais je n'ai pas conduit depuis 30 ans. Donc voilà, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est sûr que c'est facile de dire qu'on est d'accord, parce qu'on n'est pas dépendant de la voiture. Donc on voit bien qu'une taxe carbone sur les carburants, ça fait peser aussi une pression beaucoup plus importante sur certaines catégories de la population. Et puis donc prendre en compte les vulnérabilités territoriales de genre et d'âge, et de genre aussi parce que, en l'occurrence, les femmes sont beaucoup plus sensibles et aux impacts du changement climatique et éventuellement à des mesures de sobriété, c'est-à-dire qu'on a un ressenti pour des raisons totalement métaboliques et non pas de construit sociologique. Un 19 degrés pour les hommes, ça fait un ressenti 17 degrés pour les femmes. Voilà, donc il y a une petite inégalité là-dessus aussi. Donc la solution de tout ça, oui, on a eu quelques directives récemment dans les services, enfin dans les organisations publiques, et c'est vrai qu'on a eu un peu froid, je ne vous le cacherai pas. Bref, donc il faut avoir quoi au final ? La solution, c'est une proportionnalité et une progressivité en fonction des capacités réelles sur l'ensemble du spectre social, donc en allant aussi vers tout en haut, non pas parce qu'ils ont un poids important dans les émissions, en vrai, ils ne pèsent pas tant que ça, mais parce qu'ils ont un poids important en termes d'exemplarité et aussi de normativité sociale. Donc, c'est progressivité, proportionnalité et progressivité. Les deux mots qui permettent de résoudre, en tout cas d'appréhender cette question des vulnérabilités. Alors,
Revenons maintenant à notre première logique qui est les brins verts. Alors il y a les premiers enjeux, c'est les emplois. Le premier enjeu, en fait, si on regarde le bilan global à 2050 dans les scénarios de l'ADEME, c'est plutôt positif. Voilà, le SGPE dit la même chose. Au final, c'est plutôt 150 000 emplois créés. Alors d'accord, il y en a 250 000 qui sont détruits, mais il y en a 400 000 qui sont créés. Donc on voit bien que le bilan il est global, mais un bilan c'est une moyenne. Et donc on a des contrastes importants entre les secteurs et les régions. Par exemple, donc la CFDT avec la FNH avait fait l'exercice sur le passage à l'électromobilité et ils avaient prédit qu'on perdrait 10 000 emplois dans l'industrie automobile en France entre 2021 et 2026. Ils mettaient ça aussi en regard des 100 000 emplois qu'on a perdus depuis 10 ans en raison de la désindustrialisation et des 100 000 emplois qu'on perdrait également si on continue dans cette désindustrialisation. Donc oui, il peut y avoir des effets négatifs sur certaines filières. Ça peut être quand même, malgré tout, un peu l'épaisseur du trait d'autres phénomènes, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis, il y a une inversion de perspective, c'est que la transition, elle peut aussi être freinée parce qu'on n'a pas les compétences et pas les emplois, parce qu'on a des besoins non satisfaits. Donc, dans une enquête marché-emploi de l'ADEME, on montrait qu'il nous manquait 18 000 ETP par rapport à ce qui était prévu dans la SNBC à l'époque, dans les 3 secteurs clés de la transition énergétique. Pour la rénovation, c'est là où il y a des tensions les plus importantes. Les chiffres sont entre le GPE et France Stratégie de 170 000, ça c'est la France Stratégie, à 250 000 à créer, ça c'est l'ADEME. Donc il y a quand même beaucoup d'emplois à créer. Et là, on sait qu'on a des tensions sur les compétences importantes. Donc la transition juste, encore une fois, c'est accompagner les emplois détruits, mais c'est aussi ne pas passer à côté de toutes les opportunités de création d'emplois de la transition et donc de créer les parcours et les compétences. Rappelons, j'ai commencé à le dire, que tout ça, ça reste des faibles volumes. D'ailleurs, Tony Mazzocchi le disait déjà à l'époque, sur le million par an de gens qui perdaient leurs emplois aux États-Unis dans les années 80, il y en avait 2000 pour des raisons de régulation environnementale. Donc c'est vraiment très très faible. Il ne faut donc pas diaboliser la transition en raison de ses effets sur l'emploi. Et bien remettre les choses en perspective. On sait que les emplois de demain, ils seront moins verts que sociaux. En fait, on va avoir beaucoup de besoins de gens pour accompagner notamment le vieillissement et la dépendance. Et le chômage, il va beaucoup plus être le fait de l'IA et de la désindustrialisation que de la transition. Et sur les revenus, on peut faire exactement le même constat. Si les Français qui gagnent le SMIC sont passés de 12% à 17,5% récemment, c'est pas à cause de la transition, c'est à cause d'autres choses. Alors par contre, là, ça change un tout petit peu. C'est sur les actifs physiques et financiers. Qu'est-ce que ça a à faire dans la transition juste ? Notamment via la déclaration de Silésie, COP24 en 2018, la déclaration de Silésie élargit la préoccupation pour les emplois au secteur ville et territoire dépendant des fossiles. Secteur ville et territoire, c'est aussi les outils de production. Et d'ailleurs, le fonds de transition juste, il paye de la décarbonation de l'industrie. Alors, c'est venu au départ encore des syndicats parce qu'il y a des fonds de pension qui sont des fois directement liés aux performances des entreprises. Et puis également des milieux financiers pas liés directement à ces entreprises-là, mais qui sont intéressés à ce qu'ils appellent joliment le risque de transition. Donc le risque financier de transition, c'est si la transition se fait, qu'est-ce que ça donne ? Alors les premiers, c'est Carbon Tracker en 2011, qu'on regardait les valorisations boursières des réserves de combustibles fossiles, puis ils se sont dit combien on a le droit d'en brûler pour respecter le budget carbone du GIEC, donc c'est en 2011, c'est 80% qu'il ne faut pas brûler. Donc on a le droit d'en brûler 20%. Et puis derrière, il y en a un qui a essayé de dire ça fait combien ? Ça fait, donc c'est Fullerton, ça fait plus de 20 000 milliards de dollars en 2011. Donc on sent qu'il y a quand même là des petits enjeux importants. Il y a alors le PIB mondial, c'est 100 000 milliards, c'est pas pratique pour faire des
pourcentage, donc en gros 22%. Là, il y a une autre étude qui est sortie. Alors, toujours les Anglais, ils sont super pour faire des choses sur la finance. Donc, le Forum de l'investissement responsable et l'Université d'Exeter ont regardé et ils sont arrivés, eux, à 2800 milliards de dollars d'actifs échoués au niveau mondial d'ici 2040 en raison des changements technologiques, etc. Alors, ce risque-là et cette problématique-là, on la traite déjà. Encore une fois, les aides à la décarbonation, à la rénovation, le changement de véhicule, mais surtout les aides à la décarbonation que fait l'ADEME, que fait l'Europe, l'IRA aux États-Unis, c'est bien pour amortir ce choc-là. Néanmoins, on se rend bien compte que ça fait quand même des coûts importants qu'on n'a pas complètement pris en compte dans les besoins de financement de la transition. C'est-à-dire qu'on a pris en compte les besoins d'investissement, mais on n'a pas trop regardé les besoins en désinvestissement. Et donc les besoins actuels, c'est 34 milliards d'euros par an en plus, c'est le rapport Pisani-Ferry, 66 avec l'investissement privé. Il faut rajouter les pertes liées au fait qu'on utilise moins de carburants fossiles, c'est 13 milliards d'euros en 2030 et 30 en 2050. Donc ça fait quand même d'énormes masse monétaire. La question, c'est bien qui paie et comment de façon juste, et c'est peut-être plus là où on trouve les blocages et pourquoi la transition ne se fait pas que sur la question des problématiques sociales et des gilets jaunes. Sachant que la dernière étude de cet été a montré qu'en fait, les impacts du changement climatique réel sont 6 fois plus importants que ce qui était envisagé et que dès à présent, le PIB mondial a perdu un tiers de sa valeur, donc 33%, à cause des changements climatiques. Ce qui veut dire que 33%, c'est plus important que 22%. Le risque matériel, c'est-à-dire matériel des impacts du changement climatique, est déjà supérieur au risque de transition. En conclusion très rapide, une transition juste, c'est quoi? C'est une transition, en premier, ne l'oublions pas, qui accompagne les activités brunes et vertes, qui tiennent en compte des vulnérabilités qui soient décidées le plus démocratiquement possible par toutes les parties prenantes d'un territoire. Dit autrement, c'est poser démocratiquement la question de la solidarité avec les perdants, qu'ils soient riches ou pauvres, de la transition et de la répartition des gains de la transition. Donc oui, la transition, elle peut contribuer à l'emploi, à la croissance, à la compétitivité, aussi à la cohésion sociale, aussi à la vitalité démocratique, notamment sur les aspects d'adaptation. C'est un très bon moyen de renouer le dialogue citoyen. Mais que pour faire tout ça, elle a besoin d'un ensemble de politiques publiques. Ce n'est pas que les politiques environnementales qui vont faire ça. Il faut des politiques publiques économiques, commerciales et sociales. Et puis, sur tout ça, mis à part sur la question des actifs, la transition juste, et c'est marrant, ce n'est pas ceux qu'on met en avant à chaque fois quand on dit pourquoi on ne la fait pas et pourquoi ça coince. La transition juste joue un rôle réel, mais non prédominant. Toutes ces évolutions-là, elles sont déterminées par d'autres processus. Et malheureusement, c'est un peu elles qui payent les pots cassés et qui en est le bouc émissaire. Donc voilà, il faut sauver le soldat transition. Merci pour votre attention. Ah oui, si vous voulez, là, il y a un petit peu de littérature et l'avis de l'ADEME et un article paru dans la revue d'économie financière sur ces histoires d'enjeux. Donc, sans transition, je demande à vous accueillir à Mathieu Sojo de IDRI pour nous présenter ses travaux. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, surtout que cette conversation sur cette question sociale, en fait, ça fait quelques mois que je l'ai avec différents acteurs au sein de la communauté Shift. On avait interagi avec l'initiative SoShift et puis avec des shifters qui essayaient eux-mêmes d'intégrer ces questions sociales dans les travaux du Shift. Donc en tout cas, je me réjouis qu'un peu collectivement, on soit dans cette dynamique de partage, d'échange sur la façon de prendre en compte ces enjeux dans nos travaux. Ce que je vais essayer de faire en une quinzaine de minutes, c'est sur la base de 2 travaux récents, une note qu'on a publiée en septembre et puis un scénario de transition alimentaire qu'on a publié début février, d'essayer de vous présenter un peu notre démarche et notre raisonnement. Et en l'occurrence, c'est d'essayer de montrer pourquoi, pour mieux prendre en compte les enjeux différenciés de la transition, on a besoin de se défaire de certaines images, de certains cadrages, de certaines façons de regarder la réalité, pour en opter pour d'autres lunettes, et que c'est un peu à cette condition, il nous semble qu'on va pouvoir prendre en compte la diversité des trajectoires. Hop.
Il nous semble que, c'est mon premier point, il y a quand même depuis une vingtaine d'années, et pas qu'en France évidemment, un modèle dominant. Il y en a plein, hein, des façons de penser, la façon dont on va changer au quotidien nos comportements et nos gestes, mais il nous semble qu'il y a quand même une vision un peu dominante du changement de comportement, que certains appellent le consommateur responsable, qu'on a pu appeler le consommateur également, et que d'ailleurs on peut résumer par cette formule, quand on sait, on veut, et quand on veut, on peut. Toute l'attention elle est sur cette personne. Alors là, je vais vous détailler des exemples sur l'alimentation. Donc cette personne, elle a un caddie, elle va faire des choix, et c'est les choix de cette personne éclairée qui vont permettre de changer tout un tas de choses, changer ses comportements, ses choix, et puis finalement en retour le système économique qui bien sûr va s'adapter au consommateur roi qui a tous les pouvoirs. Je le dis un peu en rigolant, mais il y a bien cette idée que quand même, à base de sensibilisation, d'information, parfois d'injonction et de moralisation, l'individu va se prendre par la main et puis agir au quotidien sur sa mobilité, son alimentation, etc. Qu'est-ce qu'on observe depuis du coup une vingtaine d'années? On observe que la sensibilisation, elle a marché, c'est-à-dire que le niveau de préoccupation, de connaissance, de souci pour ces questions, il est élevé. Quand on demande aux gens d'ailleurs s'ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent en partie ce qu'ils doivent faire. Par contre, on voit que la traduction dans le monde réel, elle piétine ou elle plafonne. Si on prend le cas de l'alimentation qu'on a regardé de près, et une question assez spécifique, assez bien identifiée, qui est la question de la consommation de viande, on voit, sondage et étude après étude, tous les ans, que les Français confirment que ils souhaitent consommer moins de viande, ils l'ont déjà fait, ils prévoient de le faire plus, ils ont une vision positive du régime flexitarien, un peu tout ça. Et quand on regarde les données de consommation de viande, elles plafonnent depuis 10 ans. Et donc, il y a un décalage, il y a un écart entre ce que les Français disent dans les études d'opinion et ce qu'ils font. Alors, première hypothèse, les Français sont irrationnels. C'est possible, on l'est tous un petit peu. Deuxième hypothèse, ils ont des velléités de changement, mais ils sont incapables de les mettre en œuvre parce qu'on ne leur donne pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas la capacité dans leur quotidien de jongler avec toutes ces contraintes. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on a voulu dire avec cette formule inversée, essayer de proposer une autre façon de penser le changement et d'essayer de comprendre pourquoi les obstacles actuels doivent être levés. On l'a inversé en disant quand on peut, on veut, en disant mais en fait c'est en ayant accès à des expériences, à des solutions, à des situation favorable qu'en fait on va pouvoir être amené à faire changer à la fois la vision qu'on peut avoir des choses, de ce qui est possible, de ce qui est imaginable. Ah bah tiens, j'avais pas imaginé me déplacer en vélo, j'avais pas imaginé adopter tel régime flexitarien, mais finalement il est facile, il est accessible. Et donc c'est ça que je vais dérouler avec vous pour dire que ce travail-là, on a eu la chance de pouvoir mener cette réflexion avec deux sociologues, Sophie Dubuisson-Kellier et Marie Pless, qui sont notamment des sociologues qui ont, et j'y reviendrai, beaucoup travaillé sur la théorie des pratiques et qui s'intéressent justement à ce que les sociologues appellent des pratiques. Et du coup, pour nous, c'était une façon, avec cette formule un petit peu provocatrice, de dire « essayons d'inverser le regard ». Ce que je veux juste ici vous faire sentir, c'est la notion qu'on développe dans cet article, qui est la notion d'environnement. Pourquoi la personne qui veut changer, en général, en moyenne, pour le coup, elle ne va pas y arriver. Et parce qu'elle va être face à tout un tas de contraintes et de choses qui sont plus ou moins disponibles. Si on reprend l'exemple que j'avais, qui est une velléité de changer son régime alimentaire, qu'est-ce qui fait cette personne? En fait, elle va être confrontée à l'offre qu'elle voit dans les rayons, les promotions, les menus, ce qu'elle va pouvoir toucher, ce qu'elle va trouver dans son quartier. Et donc, si l'offre n'est pas totalement accessible, pas facile, pas toujours là, ça va pouvoir coincer. Mais dans cette logique d'accessibilité, il n'y a pas uniquement une dimension, on va voir, il y a aussi économique, mais il y a aussi une dimension socio-culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent commencer à être discutées, mais qui ne sont pas encore totalement acceptables. L'exemple de cette tablée, évidemment, c'est le repas du dimanche où il n'y a pas de viande. En France, ça reste quelque chose d'assez difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont envie de le faire, ou de le faire, par exemple, en diminuant les portions, par exemple en disant, tiens, désolé, il y aura une moitié de rôti, mais c'est du rôti de qualité qui a mangé de l'herbe. Donc, tout ça pour dire qu'on a besoin d'imaginaire et de récits positifs, qui ne soient pas simplement des injonctions, mais qui est de dire, regardez, on peut faire autrement et ça peut fonctionner. Et ça, c'est aussi le rôle des médias, des contenus socioculturels. Il y a plein de choses à faire sous cet angle.
Évidemment, il y a l'environnement cognitif, les informations, ça c'est le plus évident, c'est ce qu'on a plus travaillé depuis 20 ans. Et puis l'environnement économique, parce que, peut-être quand tu en parleras Nicolas après dans la présentation du CNLE, ça peut paraître évident, mais très souvent les alternatives nécessitent un surplus d'argent qu'une partie de la population n'a pas. C'est très très bête du coup comme conclusion, mais du coup on pousse des gens à changer alors qu'en fait ils sont face à un obstacle qu'ils ne peuvent pas surmonter. L'achat d'un véhicule électrique neuf est évidemment inabordable pour une majorité de Français qui d'ailleurs n'achètent que des véhicules d'occasion. Donc tout ça pour dire que nous, l'idée, c'était, qu'est-ce que me dit là? Ouais, non, je vais rester là-dessus, d'inverser le regard, regarder moins la personne, mais regarder ce que traverse la personne. Alors, ça pourrait être la même chose sur la mobilité ou dans d'autres secteurs, et ce qui va lui être donné, ce qui va pouvoir être saisi. Alors, et donc, premier élément de réponse par rapport à la question de la différenciation. Évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes environnements. Alors c'est évident pour la mobilité, on n'a pas les mêmes choix au quotidien, c'est évident qu'on n'a pas le même revenu, mais sur la question alimentaire, il y a aussi des questions territoriales, on ne va pas avoir même accès. Et donc si on veut penser la transition de manière différenciée, il va falloir penser à ces lieux de vie, ces différents environnements. Alors, c'est un premier pas, comme je le disais, pour prendre en compte ces enjeux différenciés. Allons un cran plus loin. Je vais vous parler de la théorie des pratiques juste après. Je ne vais pas en faire des tonnes. Nous, on a résumé ça, encore une fois, pour la question de l'alimentation. C'est une façon de cadrer aussi ce qu'est, alors en l'occurrence, ce n'est pas un comportement, parce que comportement, ce n'est pas un terme qu'utilisent les sociologues, ils utilisent pratique. Et quand ils utilisent pratique, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en fait, il y a un peu toutes ces composantes qui vont déterminer, in fine, comment vous vous alimentez, comment vous vous déplacez, etc. Si on prend le cas de l'alimentation, ce que veut dire ce concept, c'est que, évidemment, s'alimenter, sa première fonction, c'est une fonction physiologique, mais vu qu'on est des animaux un petit peu évolués et qui vivent en groupe, en fait, il y a d'autres dimensions qui vont apparaître. Et typiquement, il y a tout un tas de significations et d'aspirations qui sont liées à l'alimentation. Il y a ceux qui vont vous dire, mais moi, pour moi, manger, c'est la santé, ou pour moi, c'est le bien-être. Ou en fait, quand j'achète autour de chez moi, pour moi, manger, c'est la solidarité avec les producteurs. Ce que je veux dire par là, et je ne vais pas du coup détailler du tout tous les exemples là, c'est qu'il y a une diversité en fait dans la société. Elle est là aujourd'hui. Elle sera là demain. Et donc, si on veut penser le passage de A à B, il va falloir prendre en compte cette diversité. Et il va falloir aussi prendre en compte les groupes sociaux ou des normes sociales, parce qu'en fait, la plupart des activités dont on parle, ces fameux éco-gestes, sont en fait des gestes sociaux. Quand vous ramenez votre nourriture, votre déjeuner au midi au milieu de vos collègues, vous savez que les yeux vont se regarder, il y aura peut-être des réflexions, c'est un acte social. Quand vous prenez votre vélo, alors que dans toute votre famille, tout le monde prend la voiture, pareil, vous vous inscrivez dans certaines normes sociales, il va falloir les faire bouger. Donc, tout ça pour dire que nous, ce concept de pratique, qui n'est pas facile à saisir au début, grâce à nos amis sociologues, on a réussi un peu mieux à comprendre, ça nous permet juste de comprendre à la fois pourquoi c'est rigide, évidemment, tout ça, ça ne va pas bouger comme ça, évidemment, facilement, qu'il va falloir agir sur différentes dimensions, et surtout, encore une fois, pour faire le lien avec la discussion de ce soir, il y a de la diversité, il va falloir la prendre en compte. Là, je vais du coup finir avec 3 slides, je crois, issus du scénario de transition alimentaire TRAM qu'on a publié début février. On a, du coup, sur la base de ce constat et celui de la soirée de ce soir, on s'est dit on ne peut pas faire un scénario avec un mangeur moyen qui mange ça en 2020 et puis qui mange ça en 2035. Ça n'a pas de sens par rapport à la diversité qui existe aujourd'hui. Alors, on n'a pas fait 65 millions d'acteurs types, on a fait 12 groupes sociaux, c'était déjà bien assez pour souffrir, mais en tout cas, on a voulu représenter une certaine diversité en se disant la transition, elle va pouvoir signifier des choses très différentes pour ces groupes, et c'est bien ça qu'il va falloir prendre en compte. Alors, donc ça, c'est juste la logique d'ensemble, finalement, de ce que je vous ai dit jusque-là, et ce qu'on propose à la fois dans le papier et ce qu'on a essayé de mettre en œuvre dans le scénario, c'est dire, si on veut penser une transition différenciée, il faut diagnostiquer les pratiques actuelles, comprendre ce qui s'y passe, quelles sont les différences à voir avec combien de groupes sociaux, décrire ce qui pourrait changer dans les environnements, donc comment les offres, les sens, les offres économiques vont évoluer, et du coup ça nous amène finalement à pas un seul scénario, mais une somme de trajectoires
Si on prend en compte la dimension différenciée de la transition, alors la transition, en fait, c'est une somme de transitions qui ne se fait pas forcément avec le même rythme, pas forcément avec le même sens. Ça nous a amené à 2 types. Là, je vous montre juste 2 résultats, et ça serait beaucoup trop long de rentrer dans plus de détails. Mais d'une part, ça nous permet de donner à voir la transition au-delà du coup de l'aspect un peu monolithique d'un individu moyen. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Je ne vais pas rentrer dans les 12 groupes, mais vous voyez à leur nom que les 12 groupes sociaux, en fait, c'est vraiment des variables hard, c'est du socio-démographique. Est-ce que vous êtes en famille, oui, non? Est-ce que vous avez des revenus élevés ou non? Et en même temps, auquel on a associé un certain nombre de choses. On les a regroupés en 4 familles. N'y voyez pas d'ailleurs de forme de jugement dans les noms, mais c'était une façon de dire que il y a des niveaux de contraintes, c'est les ordonnées qui sont différents. Oui, vous êtes en famille avec très peu de revenus, vous avez des contraintes élevées, vous êtes un couple diplômé urbain, vous avez sûrement un peu moins de contraintes. Et puis, tout le monde n'a pas le même niveau d'intérêt pour l'alimentation durable. Et ça, c'est l'abscisse, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un peu au taquet et qui ont vraiment envie, qui disent qu'ils le font déjà, et puis d'autres qui sont plutôt dans le rejet, ou alors qui sont simplement, ce n'est pas une question qui les intéresse aujourd'hui au premier chef ou avec un haut niveau de priorité. Nous, ce qui nous intéressait là-dedans, c'est dire oui, mais on peut prendre les groupes tels qu'ils sont et se dire que s'il y a des changements, par exemple dans la grande distribution ou dans l'offre de l'industrie agroalimentaire, qui sont des choses qui touchent finalement une large partie de la population, mais qu'il y a aussi des changements qui peuvent être un peu différenciés selon là où les gens vivent, les espaces de sociabilité, il peut y avoir des trajectoires un peu différentes, mais qui participe à une transition dans son ensemble. C'est comme ça qu'on est arrivé un peu à ces titres-là, en disant il y a des groupes pour lesquels c'est plus une logique de mise en cohérence. Ils ont déjà envie de faire beaucoup, mais ils vont pouvoir le faire. Il y a des groupes qui font déjà, mais qui pourront aller plus loin. On l'a appelé affirmation. Il y a des groupes pour lesquels c'est les contraintes qui sont aujourd'hui structurantes, et donc il s'agit d'ouvrir des possibles. Et d'autres groupes, enfin, sur lesquels c'est plus une étape de mise en route. En tout cas, pour nous, ça nous permet de donner à voir la transition un peu différemment. Je vous le montre, mais à titre vraiment illustratif, c'est juste qu'au bout de l'exercice de description de trajectoire qualitative possible, on a fait l'exercice de se dire, eh bien alors, quel type d'hypothèse crédible en termes de quantification, là, sur la consommation de viande spécifiquement, ça peut vouloir dire. Et ici, je ne vais pas discuter les chiffres en tant que tels, mais c'est juste pour se dire, oui, c'est évident, vu que tout le monde ne part pas des mêmes intérêts ni du même niveau de contrainte, tout le monde ne va pas obtenir le même type de changement, en l'occurrence là, à horizon 2035. Et ce n'est pas forcément grave, mais en tout cas, ça nous paraît être plus réaliste par rapport à à la diversité de la société. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de votre attention. Merci beaucoup Mathieu. Comme je fais tout à l'heure, je vais tout de suite, sans transition, passer la parole à Nicolas Duvaux, qui est président du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup pour votre invitation, et d'autant plus heureux d'être là ce soir, juste mettre le minuteur, que le Shift a participé aux travaux du CNLE en étant auditionné, en faisant partie des premiers acteurs à être auditionnés quand on a lancé la réflexion en décembre 2021. Je vais vous raconter l'histoire de la manière dont une institution placée auprès du Premier ministre, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, s'est saisie de la question environnementale depuis 4 ans pour pouvoir intervenir et pour pouvoir sensibiliser sur les enjeux proprement sociaux de cette transition, à la fois dans sa conduite et dans ces enjeux évidemment distributifs. Le CNLE, c'est une instance dont je vais vous parler brièvement, mais je voudrais rebondir immédiatement sur ce qui a été dit par l'ADEME. Le rapport que je vais vous présenter, il a été publié l'an dernier. L'impact social de l'écologie, faire de la transition un levier de l'inclusion sociale. Il a été fait en partenariat avec l'ADEME. Je vais présenter un travail qui a été réalisé par les équipes des études socio-économiques. Et puis,
avec le soutien du CNRS, parce que pour nous, c'est essentiel d'ancrer dans la démarche scientifique le travail de recommandation d'action publique que nous avons conduit. Donc c'est une institution dans laquelle la question environnementale n'était pas présente, et je vais essayer de vous raconter avec trois axes qui seront la démarche. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Ça sera aussi un rebond sur la question de la démocratisation, des formes de renouvellement de la participation, la démarche, un certain nombre de résultats, et puis aussi les enjeux d'action publique. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que le CNLE ? Le CNLE, c'est un conseil consultatif et représentatif placé auprès du Premier ministre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un conseil qui représente la société civile organisée, mais qui a, comme de nombreux autres conseils, au Conseil pour le climat est peut-être celui qui est le plus connu dans cette assemblée, c'est un conseil qui a une particularité, c'est qu'il est, depuis le choc de participation voulu par le président de la République, composé pour moitié de personnes qui sont en situation de pauvreté et d'exclusion, qui ont connu des situations d'hébergement d'urgence, de rue, des vies extrêmement difficiles, et qui apportent dans les discussions, dans la délibération, dans la recommandation, leur savoir expérientiel, comme on dit, un savoir de vie, une expertise. On récuse absolument l'idée de témoignage. Ce ne sont pas des gens qui viennent témoigner, ce sont des personnes qui apportent une vision de la société, de leur point de vue, et en s'appuyant sur une expertise collective. Donc, comme un journal du soir l'a parfaitement résumé, le CNLE organise la lutte contre la pauvreté avec les personnes concernées et non pas simplement pour elles. Et donc, tous les débats, toutes les recommandations que nous faisons sur tous les sujets sont marquées par un travail collaboratif qui associe, j'ai oublié un point très important, nous avons une structure qui intègre un comité scientifique présidé par Michel Lelièvre, et ça c'est fondamental, et comme vous le verrez dans le rapport, nous nous efforçons d'ancrer toutes les recommandations que nous faisons sur du savoir, sur de la donnée, et en l'occurrence, quand nous le pouvons, et c'est ce que nous avons essayé de faire sur l'impact social de l'écologie, nous produisons ou nous essayons de produire des connaissances originales. Donc le CNLE, c'est cette petite assemblée qui vise, encore une fois, à donner la voix à des personnes en situation de pauvreté et à faire en sorte que leur analyse irrigue la recommandation d'action publique, en concertation bien sûr avec les autres parties prenantes, la recherche, la statistique publique, les élus, les associations, les organisations représentatives, syndicats et patronats. Alors pourquoi on s'est saisi de la question écologique ? Ça a été dit tout à l'heure, et donc je vais évidemment revenir sur cet électrochoc des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes, ce n'est pas que les Gilets jaunes ils protestaient aussi contre la réforme de la fiscalité du patrimoine, qui avait été faite quelques années avant. Donc il s'agit bien d'un enjeu social global, mais les Gilets jaunes, c'est la prise de conscience par la société de la difficulté sociale qui va bien au-delà de groupes concernés par ce qu'on appelle la pauvreté monétaire. Les Gilets jaunes ne sont pas des pauvres. Ce sont des ménages modestes non pauvres, on pourrait dire, marqués par des difficultés qui sont liées à des dépenses contraintes qui les privent d'arbitrage dans leur vie quotidienne. C'est ça les Gilets jaunes. C'est le caractère insupportable de ne pas pouvoir joindre les deux bouts alors même qu'on travaille, éventuellement qu'on a une pension de retraite. Et il y a évidemment un enjeu très, très fondamental à faire cette distinction, c'est qu'il y a une tension entre les mesures de décarbonation sur lesquelles on s'est concentré et les enjeux de justice sociale qui ont été matérialisés, qui ont explosé à tous les sens du terme au moment du relèvement de cette taxe carbone. Mais plus largement, il y a bien un enjeu de rapport à la norme, puisque, comme vous le savez, ça avait été précédé par des mobilisations, notamment contre la réduction de la vitesse autorisée sur les routes nationales à 80 km/h. Et le CNLE a pris la suite d'une initiative qui est la Convention citoyenne pour le climat, qui avait évidemment porté cette promesse de renouvellement démocratique, avec d'abord une synthèse, un état des lieux scientifique qui était très bien fait, et aussi une liaison de personnes qui sont concernées par le sujet. Et on a eu la possibilité d'auditionner, après le Shift, évidemment, les promoteurs de cette convention citoyenne,
Thierry Pech, qui en avait été le président, Marine Brault, qui avait accompagné, on va dire, l'atterrissage politique dans la loi climat et résilience. Et ces promoteurs nous avaient souligné à quel point les conventionnels, marqués par l'évidence et l'urgence climatique, avaient en quelque sorte oublié leur propre position sociale dans les recommandations qui avaient pu être faites. Et évidemment, au CNLE, au regard de l'ancrage dans des situations de pauvreté de la moitié des membres, on ne peut jamais perdre de vue cet ancrage et ces difficultés sociales. Et si vous voulez, l'ensemble des messages que nous avons élaborés sont guidés par le souci d'accréditer, d'objectiver, de donner, encore une fois, de la force par la preuve à un certain nombre de ces analyses qui ont été faites dans les débats que nous avons organisés. Je vais aller très vite. Le plan de l'intervention, ce sera celui-là. La démarche, encore une fois, très participative, destinée à croiser les savoirs, comme on dit, et notamment, j'y reviendrai, les savoirs de sciences sociales. Ensuite, un point qui nous semble essentiel dans les résultats, c'est de dire, et ça a été déjà évoqué, plutôt que de chercher à inciter, à sensibiliser, à faire évoluer les comportements individuels, travailler sur l'offre de ce que l'ADEME appelle les alternatives moins impactantes pour l'environnement en termes de consommation. Donc décrire, si vous voulez, le mur auquel s'affrontent les catégories populaires dès lors qu'il s'agit d'entrer dans la transition. Ce qui est évidemment une injustice énorme, parce que les plus pauvres sont les moins émetteurs, les moins contributeurs, ça a été montré dans les données de cadrage, c'est les plus exposés au risque climatique, mais c'est aussi, et ça c'est le point qu'il faut démontrer, et paradoxalement, parce que si ils sont les moins émetteurs, on pourrait dire qu'ils vont facilement, naturellement, spontanément entrer dans la transition, ils peuvent aussi être pénalisés dans leur capacité à entrer dans la transition, quand bien même ils soient moins émetteurs que les autres. Et donc ça, c'est un point qui redouble, si vous voulez, l'injustice vécue. Et sur la base de ces constats, eh bien, nous avons élaboré un socle de recommandations de principes que nous sommes amenés, dans une relance de ces travaux qui a eu lieu au printemps, eh bien, à décliner de manière sectorielle plus précise. Alors, je ne reviens pas, mais c'est très important sur la dimension partenariale et participative de cette démarche. Je voudrais insister sur un point très important, la pauvreté. Pour la statistique publique, c'est la référence que je vais prendre. Ce sont les individus qui vivent dans des ménages dont le niveau de vie est inférieur à 60% du niveau de vie médian. Ça veut dire quoi? C'est 15% de la population à peu près, 14,5% de ménages qui vivent avec un niveau de vie qui se situe dans un écart avec le niveau de vie médian de la population française. Alors, on n'avait pas dû... Alors, je vais aller très vite parce que j'ai du mal à comprendre les consignes de temps dans la préparation. Donc, je vais aller à l'essentiel pour vous dire qu'il faut regarder très au-delà des ménages pauvres si on veut comprendre les difficultés. Les gilets jaunes n'étaient pas des pauvres. C'était des ménages qui étaient au-dessus et qui avaient accès à des formes, par exemple, de dépendance à la voiture thermique importante. Donc, je vais aller vraiment à l'essentiel. Le message clé, c'est qu'il faut travailler complètement dans la continuité de ce qu'a dit Mathieu Sojo, au-delà d'une réforme des comportements individuels, vers les infrastructures et l'offre qui est mise à disposition des ménages. Donc, un point clé sur lequel on a essayé de produire des approfondissements, c'est l'idée de la différenciation socio-spatiale des contraintes vécues par les ménages. Et ici, quand on raisonne en termes d'enjeux distributifs, ça je m'appuie sur les données d'Antonin Potier et Emmanuel Combet, on raisonne souvent avec l'idée de lire ce graphique très simplement de la gauche à la droite, c'est-à-dire plus vous êtes aisé, plus vous êtes émetteur. En réalité, quand vous regardez la décomposition territoriale, un ménage pauvre qui vit en zone rurale, il est au moins autant émetteur qu'un ménage de classe moyenne qui vit en zone urbaine, ce que vous avez parfaitement illustré tout à l'heure. Et donc, il faut comprendre, pour saisir l'exposition aux politiques de décarbonation, qui sont les perdants, il faut comprendre les positions sociales, spatiales, les modes de vie,
les contraintes qui sont liées à un mode de vie et en l'occurrence la dépendance à la voiture thermique. Donc là, le premier raisonnement du CNLE, ça a été de prendre l'enquête de référence dans la statistique publique, budget de famille, et d'essayer de décomposer très finement, vous trouverez tout ça dans le rapport, mais je vais accélérer, de décomposer la structure des ménages pour identifier les formes de vulnérabilité à un renchérissement du carbone, étant donné la différenciation sociale de la structure des ménages. Tout est en ligne sur le site du CNLE, le rapport est en accès libre, bien sûr, et toutes les données y figurent. Un point essentiel par lequel j'ai évoqué, je voudrais m'arrêter sur ce résultat, même s'il est exploratoire, c'est un travail qui a été réalisé par le postdoctorant qui a été rattaché au CNLE, Maël Ginsberger. Et nous avons essayé de montrer à travers ce qu'il a appelé l'indice de contrainte sur la décarbonation, un élément essentiel qui résume un peu les coordonnées de l'équation devant laquelle on est. C'est que si vous regardez la distribution de l'empreinte carbone, plus vous êtes aisé en fonction du niveau de vie, plus vous êtes émetteur, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Si vous croisez cette information avec la prise en compte dans des enquêtes de la statistique publique d'un certain nombre d'éléments de contraintes sur le changement de pratique, ce qu'on va observer, c'est la chose suivante. Regardez les points rouges, le décile le plus pauvre, et le point bleu, les 2 déciles qui sont au-dessus, donc les 30% de la population les plus modestes. Qu'est-ce que vous voyez? Ils sont à la fois moins riches, moins émetteurs, et ce qu'on appelle l'indice de contrainte sur la décarbonation, leur capacité concrète à entrer dans la transition est moins élevée que les autres ménages. C'est-à-dire qu'ils sont moins émetteurs, ils sont plus exposés, et en même temps, on a cherché à objectiver la distance à la transition qui les caractérise. Et encore une fois, ce n'est pas une question de plus pauvres seulement. C'est une question de degré entre les plus pauvres et les classes moyennes inférieures, les classes populaires, qui sont également dans cette situation, on va dire, d'injustice écologique globale. Autre point, c'est très important quand on parle de pauvreté de bien différencier à l'intérieur de ces groupes. La pauvreté n'est pas une réalité homogène. La pauvreté, c'est vraiment un ensemble de strates, de catégories de la population qui ont des rapports différents avec les problématiques environnementales. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste beaucoup, de différencier les choses. Deuxième résultat majeur, c'est le travail de l'ADEME sur ce qu'on appelle les budgets de référence, qui sont des budgets normatifs, des budgets participatifs, de quoi on a besoin pour vivre dignement dans la société française contemporaine. Et l'ADEME a fait un exercice très complexe qui consistait à dire on va regarder s'il y a des biens et services moins impactants pour l'environnement à structure de consommation inchangée. Et il y a 2 messages clés fondamentaux qui sont posés par l'ADEME. 1, la plupart du temps, il n'y a pas d'offre. Vous ne pouvez pas adopter une pratique, un comportement de consommation moins impactant pour l'environnement. 2, quand ça existe, notamment sur le poste alimentation, il y a un surcoût qui va de 62 à 80%, totalement inaccessible pour les ménages modestes. Le mur de la transition, ça n'est pas une métaphore. Et on ne l'a pas employé pour, évidemment, critiquer, ralentir la transition. La transition, c'est une politique sociale différée, bien sûr. Mais il faut prendre en compte le fait que les structures sociales qui permettent d'y accéder sont tout simplement inaccessibles pour les plus modestes. Et ça fait l'objet de la démonstration. Et un dernier point, parce que nous avons essayé de creuser, j'y arriverai presque, de creuser dans le détail des modes de vie des ménages, en travaillant à cette démarche très participative avec les membres du CNLE, et d'essayer de regarder dans le détail, à l'euro, au centime près, la structure de leur budget, et croiser les modes de vie du point de vue de l'empreinte carbone et du point de vue des revenus et des niveaux de vie. Et on a fait ce qu'on appelle de l'ethnocomptabilité. On a été regarder la structure de consommation et la structure budgétaire et l'empreinte d'un certain nombre de ménages. Alors ça n'a pas de portée représentative, mais c'est illustratif des modes de vie. Et vous voyez, parmi des ménages modestes, Bernard tout là-haut, 1 200 €, il a une empreinte carbone équivalent de 9 tonnes annuelles. Il vit dans une zone très rurale. Sa voiture, elle est essentielle pour travailler, pour aller voir ses parents, pour aller voir ses amis. Sans voiture thermique,
c'est la mort sociale pour lui. Et évidemment, il n'a accès qu'à un marché de l'occasion sur lequel il n'y a ni voiture électrique, ni même voiture critère 1 ou 2. Donc, il est coincé dans cette situation. Et si on va à l'autre extrémité, Myriam, avec son enfant, elle a environ entre 800 et 1200 selon qu'on intègre les aides au logement. Et Myriam, elle est à 4 tonnes d'équivalent CO2 par an. Comment est-ce qu'elle arrive à ce résultat, Myriam? Et ça, c'est très intéressant. C'est sa vie est organisée autour d'un réseau associatif, d'un réseau de services publics qui lui permet d'externaliser un certain nombre des dépenses parce que c'est la collectivité qui a assumé le coût de la transition. Elle n'a pas été placée face à un mur de changement de comportement individuel. Elle peut s'appuyer sur un réseau associatif, sur des institutions des services publics qui, en quelque sorte, lui permettent de conserver cette sobriété qui lui assure un mode de vie modeste, sobre, mais dans lequel elle peut trouver une forme d'équilibre et de stabilité, sinon de satisfaction ou d'épanouissement. On ne parle pas de satisfaction ou d'épanouissement, on parle de survie quand on est dans ces situations. Alors je vais aller très vite sur les recommandations et dire d'abord que ces analyses ont donné lieu à des prémices d'analyse sectorielle spécifiques avec l'identification d'un certain nombre d'angles morts en matière de mobilité, les zones rurales peu denses. Ça a été évoqué tout à l'heure, les aides à la rénovation thermique énergétique des logements. Beaucoup d'offres pour les propriétaires. Le parc social, il est actif dans ce domaine. Les locataires du parc privé sont dans l'angle mort de l'action publique. Et pourtant, ce sont les plus vulnérables de notre société. Donc, les catégories les plus à risque socialement sont aussi celles qui font l'objet des actions les moins systématiques, les moins résolues en matière de transition. Vous trouverez ça dans le chapitre de Michel Lelièvre. Donc ça veut dire qu'on a été amené à raisonner autour d'un certain nombre de principes d'action qui sont posés dans le rapport, parmi lesquels l'idée d'une transition de la transition. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer le principe de la transition. Bien au contraire, nous pensons que ne rien faire, c'est la politique la plus injuste socialement. Et ça, c'est très clair. Et en même temps, il faut trouver les voies et moyens d'assurer l'entrée de l'ensemble de la société, de l'ensemble des catégories sociales. Notre idée étant très simple, c'est que si l'ensemble des catégories de la société ne trouvent pas matière à entrer dans la transition, la pression sociale et politique sera trop forte et il n'y aura tout simplement pas de transition ou des reculs sur la transition. Et peut-être on a certaines leçons de ce point de vue-là qui arrivent. Autre point, c'est de signaler l'importance de travailler autour de ce que j'ai seulement très brièvement esquissé, une structure de consommation décente. Ce qu'on appelle les budgets de référence, c'est un instrument méthodologique, mais c'est aussi un instrument normatif qui permet de saisir la satisfaction d'un socle de besoins fondamentaux autour de laquelle il faut relever le niveau de vie des plus modestes pour qu'elles satisfassent leurs besoins fondamentaux, logement, santé, éducation, évidemment alimentation, eau, et vers lesquels il faut rapprocher les modes de consommation des plus aisés. Et donc on rejoint un des messages fondamentaux de l'ADEME avec qui on a été ravis de s'associer pour ce travail, et on espère continuer. La transition juste, c'est moins mais mieux pour les plus aisés et les classes moyennes, mais dans une logique de différenciation que vous avez mis au cœur de votre table ronde, c'est plus et mieux pour les plus modestes. Il faut assumer ce relèvement des niveaux de vie des plus modestes, sauf à voir la transition arrêtée en route. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été de la musique à mes oreilles, ces interventions. Merci infiniment. Guillaume Sotomayor, je suis le président du fonds de dotation Égrégore. Et j'avais 2 questions pour les intervenants. Ça fait effectivement 40 ans qu'on a des prises de position importantes autour de la transition écologique et sociale qui n'ont pas réussi à créer des dynamiques qui dépassent des cercles de convaincus.
Et un enjeu ici, comme vous l'avez tous évoqué, c'est un enjeu de méthode et donc un enjeu également de comment, au-delà d'un cercle social, on arrive à dépasser aussi des logiques endogamiques de territoire, vous l'avez beaucoup mentionné, de pauvreté. On pourrait, je pense, en aller au-delà. Et je pense qu'il est nécessaire, même quand on voit, vous voyez, moi je suis franco-nord-africain, quand on voit aussi certaines des salles ou des qu'on pense, je reviens de Genève où la Semaine de l'Humanitaire avait 500 acteurs, dont aucun de terrain qui était concerné par les enjeux qui étaient discutés. Et donc là, j'ai une question pour vous, à savoir en termes d'attitude discursive, en termes de leadership, de représentativité, comment est-ce que l'on casse une dynamique qui, pour l'instant, n'a pas réussi à embarquer justement des acteurs au-delà des personnes qui sont ici dans cette salle, au-delà des shifters. C'est-à-dire comment créer des coalitions qui cassent les cadres actuels qui limitent en fait leurs effets dans la transition écologique et sociale. Merci beaucoup. Bonjour, Marie-Noëlle Reboulet. Je suis d'une ONG de solidarité internationale qui s'appelle le GERES, mais qui travaille aussi en France, en région PACA. Et d'abord, je confirme le très grand intérêt de vos interventions et leur richesse. C'est vraiment très, très, très bien. Mais je me posais la question, alors je sais que ce n'est pas votre champ d'action, mais néanmoins, nos consommations, puisqu'on a beaucoup parlé là de la transition en tant que consommateur, intègrent aussi l'international. Dans nos 9 tonnes d'émissions carbone, il y a des tonnes qui sont émises à l'autre bout du monde. Et donc, comment est-ce qu'on va concilier ça? Moi, par exemple, je suis parfaitement consciente que j'ai intérêt à acheter des pantalons 1083, vous savez, produits en France, et en même temps, on travaille au GERES, au Cambodge, avec l'industrie textile et avec des femmes, en particulier, il y a beaucoup de femmes, qui travaillent là, et donc, si j'achète plus de t-shirts du Cambodge, ces femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Au moment du Covid, les producteurs de coton du Sahel ont vu leur vente de coton chuter. Pourtant, on se dit, mais il faudrait que je consomme moins de t-shirts, donc moins de coton. Voilà. Donc, est-ce qu'on va aussi penser à cette mise en cohérence-là? Moi, dans ma tête, c'est un peu compliqué. Alors, je vais peut-être commencer par répondre sur la première question. Je laisserai Lidri, spécialiste des relations internationales. Nous, l'ADEME, c'est une agence sur la France. Voilà. Non, mais je peux éventuellement... Alors, sur comment on sort de l'entre-soi, une des possibilités, c'est justement d'intégrer un petit peu plus les syndicats dans le débat. Je crois qu'il y avait un rapport du Shift il y a quelques années qui montrait aussi que si on donnait une primauté à l'emploi, on était sur les solutions les plus écologiques aussi. Enfin voilà, il y avait que ça se rejoignait assez facilement quand même ces questions d'emploi et d'écologie. Et ça permet aussi d'ouvrir vers une écologie qui soit un petit peu plus populaire pour le coup. Et puis sinon, c'est évident que tant qu'on ne joue pas sur les structures et notamment sur les signaux prix, il faut être nécessairement conscientisé et avoir un peu de budget disponible pour pouvoir être écologique dans ses actes, ça condamne l'écologie à être une pratique de gens conscientisés, donc diplômés et un peu aisés. Donc on va dire un truc qu'on nous renvoie qui est un truc de bobo. Effectivement, dans les classes populaires, on observe un rejet assez important de l'écologie et du bio. Notamment, et on comprend parce que c'est des choses qui sont inatteignables alors qu'on n'arrête pas de dire mais c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, et c'est d'une violence assez inouïe quand même de se dire qu'on est privé aussi de ces gratifications narcissiques morales de faire du bien
et à soi et à la planète. Donc bien se rendre compte que tant que le signal prix n'est pas au bon endroit, tant que les internalités ne prendront pas en compte, tant qu'on n'internalisera pas les externalités environnementales, on ne pourra pas s'en sortir non plus. Donc il faut que le choix le plus vertueux soit le plus facile, le plus évident, et que ce soit au contraire les choix les plus impactants qui demandent une réflexion et un budget conséquent. Ouais. Vous voulez réagir ? Oui, deux remarques. La première, c'est que la transition n'est pas la première mutation depuis un demi-siècle à faire beaucoup de dégâts dans les catégories populaires. La désindustrialisation en a fait, la digitalisation en a fait, peut-être l'ouverture du commerce international en a fait. Donc elle arrive à un moment où ces catégories populaires qui sont les brown jobs, les mauvais emplois, en fait, sont déjà, si vous voulez, marqués par une série d'empreintes historiques très, très négatives au cours des dernières décennies. Ce n'est pas un hasard, hein, le vote pour le Leave au Royaume-Uni, il est extrêmement marqué socialement, sans parler d'autres votes plus récents, dont on pourrait discuter. Mais ça, c'est d'abord un premier élément de contexte. La sociologie et les sciences sociales, et on souligne l'inertie des structures et des pratiques sociales. La transition redouble les effets de pénalités qui s'accumulent depuis des décennies. Donc il n'y a rien d'étonnant à voir ce qu'on voit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire ? Absolument pas. Nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est d'abord, plutôt que de dire aux gens de changer, d'être différents, de valoriser ce qui est fait et ce qui est bien fait. Myriam, 4 tonnes équivalent CO2 par an, on devrait la montrer en exemple. On ne devrait pas lui dire change de manière de manger, change de manière de t'habiller, etc. Et je vais vous raconter une anecdote après sur Myriam. Parce que Myriam, elle fait partie de ces gens du CNLE, elle est bien sûr anonymisée pour protéger sa vie, mais il faut la valoriser. Plutôt que de dire aux gens de changer, d'être sensibilisés, il faut s'appuyer sur la richesse du réemploi, du recyclage. Ces experts de la débrouille que sont les plus modestes. Évidemment, il ne faut pas romantiser la pauvreté, hein. C'est une insulte. Personne n'a envie d'être pauvre et de manquer, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, il y a des capacités, il y a des savoir-faire, et notre société peut très bien décider de les valoriser, ces savoir-faire. Parce que quand on demande de changer, de se conscientiser, même pour de très bonnes raisons, en fait, même quand on y arrive pour la société, ça marche beaucoup moins en bas. L'exemple, la consommation de tabac, on a réussi à la faire baisser partout, sauf chez les modestes, sauf chez les pauvres, avec une pénalité évidemment de santé, budgétaire, etc. Deuxième point sur pourquoi il faut faire très attention. Moi, je suis ravi d'entendre parler de pratique, de ce langage sociologique. Une chose qu'on a essayé de faire avec ce rapport, c'est de faire entrer les sciences sociales, la statistique publique, sur la finesse de la description de la hiérarchie de niveau de vie dans la discussion sur la question environnementale. Votre invitation montre qu'on n'a pas totalement échoué et donc on s'en réjouit. Mais il faut vraiment aller au bout de la démarche participative parce qu'une des idées très paternalistes qui émergent, c'est de dire réformons la protection sociale, réformons notre société en fléchant les choix des individus et notamment des plus dépendants des choix collectifs, c'est-à-dire les plus modestes. Et donc faire converger la protection sociale. Le budget de la sécurité sociale, c'est 2 fois le budget de l'État. 900 milliards d'euros qui sont redistribués chaque année par les prestations de l'assurance vieillesse, l'assurance maladie. Si vous voulez changer la société, vous devez agir sur ces masses
qui sont, encore une fois, 2 fois supérieurs au budget de l'État. Et évidemment, il y a une forme d'évidence qui est de dire, faisons en sorte que ce soit vertueux du point de vue environnemental, fléchons toutes ces dépenses de retraite, d'assurance maladie vers des consommations qui soient plus en convergence avec la transition. Sur le papier, moi, j'achète. Et au début des travaux, on achetait. Et ça voudrait dire faire des chèques alimentaires verts, durables, etc. Et puis un jour, Myriam, on présente ça avec l'évidence et la conviction. Moi, j'étais convaincu. Sur le papier, les PowerPoint m'avaient convaincu. Et Myriam nous dit, mais c'est insupportable. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un arbitrage sur l'argent, le peu d'argent que j'ai, pour choisir un tout petit peu d'éléments de ma vie. Ces éléments, ils sont donnés par la collectivité, mais si je veux choisir d'acheter des baskets importées à ma fille pour qu'elle ne soit pas traitée de cassos dans la cour de récréation, c'est une liberté que vous ne pouvez pas me retirer. Sinon, vous rendez les gens fous. Difficile de prendre la suite de ça. Merci Nicolas. Non, merci. Non, je vais peut-être rebondir sur la remarque et question de Madame. Et déjà, merci d'avoir présenté ce témoignage, parce que c'est souvent aussi une charge mentale que je vois, qui est le consommateur. En fait, finalement, il va avoir du mal en fait, à arbitrer entre toutes ces injonctions qui peuvent être différentes, comme vous le dites. Et typiquement, c'est une question qu'on s'était posée sur la question du tourisme. C'est-à-dire qu'il y a des petits États, notamment des États insulaires, pour lesquels le tourisme, ça représente une partie de leur PIB qui n'est pas négligeable. Et donc, d'une certaine manière, c'est vrai que d'un côté, on doit se dire il faut limiter l'usage de l'avion pour le tourisme. Et en même temps, il y a des pays, d'ailleurs, dont la France, quand même, je n'ai pas le chiffre de PIB, mais qui sont un peu dépendants du tourisme. Bon, bref, une fois qu'on a dit ça, on est un peu coincé. Sur cette question d'approvisionnement, je me demande comment on fait pour ne pas non plus refiler toute cette charge mentale aux consommateurs. Est-ce que ça veut dire qu'on donne, par exemple, des pourcentages d'approvisionnement aux grandes entreprises en s'assurant qu'il y a une partie qui soit éthique? Je sais pas. Voilà. Je sais qu'il y a des entreprises qui le font dans le cadre d'entreprises à mission, par exemple, dans l'alimentaire. Mais voilà, c'est la question que je me pose, c'est comment le système peut mieux prendre en compte cet effet-là, que ça ne soit pas le consommateur qui se dit alors attends, mince, là c'est le coton du Sahel, ils ont eu une mauvaise récolte l'année dernière, il faut vraiment que je les soutienne cette année, parce qu'en fait on ne peut pas avoir cette connaissance sur tous les sujets. Mais voilà, en tout cas je pense que ça a le mérite d'être sur la table. Je vais reprendre Myriam. Et à l'autre bout du spectre, Elon. Donc André Burgeot, shifter en finance et fiscalité, chercheur en engagement social, et récemment élu au chapitre international de l'Association de la publique administration américaine. Ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique était déjà en train de couver chez nous. Les associations humanitaires voyaient leur budget coupé, sabré. Les administrations locales aussi n'ont plus d'argent pour soutenir même la banque alimentaire. Donc le réseau autour de Myriam, il n'est plus ce qu'il était. Et il commence à devenir vraiment très très dangereux, même pour des associations, de rester tout simplement à flot. Aux États-Unis, je ne vous en parle même pas. C'est vraiment la catastrophe. Les gens ne savent plus à qui s'adresser. Donc on n'en est pas loin, on n'en est pas encore là, mais ça pourrait nous arriver. Et en 2027, par exemple. Donc la question, c'est comment, à la fois, on prend en considération le fait que dans la réalité de Myriam, il y a aussi de l'argent qu'on ne maîtrise pas. Et à l'autre bout du spectre, j'ai vu sur la présentation de Mathieu, il y avait, c'était quoi? C'était les diplômés, je ne sais pas quoi, là, la catégorie. C'est la catégorie qui est en train de tout saccager en ce moment aux États-Unis. Donc je ne suis pas sûr que ce soit les plus aware de la situation. Voilà. Juste pour faire le lien, du coup, vraiment en restant sans aller sur les questions internationales et de développement. Mais en fait, ce que vous avez dit, moi, m'incite à faire le lien entre effectivement l'importance de ce tissu de cohésion sociale qui est autour des plus modestes, tissu associatif, public, de services publics, fondamental les services publics, l'accès aux services publics, pas toujours dématérialisé, c'est ça qui permet de tenir. Et là, il y a vraiment un lien parce que, évidemment, tous les acteurs humanitaires qui sont aujourd'hui à Genève, c'est particulièrement palpable, très, très menacés par les coupes de l'USAID.
mais il y avait des coupes dans la coopération en France, en Allemagne, en Norvège, qui précédaient. Et donc là, pour le coup, ces questions de transition ne seront encore moins possibles si ces infrastructures et ces canaux de redistribution sont coupés ou diminués. C'est une évidence à l'échelle globale et à l'échelle nationale, là, de ce point de vue-là. Peut-être juste rebondir sur ce que disait Nicolas tout à l'heure. Finalement, tu disais, en fait, il y a une partie de la population qui s'est pris la désindustrialisation, le néolibéralisme, tout un tas d'impacts négatifs. Ça crée un contexte social et politique qui est explosif, qui amène à ce genre de vote et puis à de recul, quoi. Donc, d'une certaine manière, c'est bien le contexte social dans lequel on est, qu'on le veuille ou non, et du coup, ça donne une dimension plus politique à notre propos aujourd'hui. Finalement, c'est que prendre en compte les aspects différenciés, c'est aussi politique. Évidemment, j'ai pas la solution à ça, sinon. Mais pour faire le lien avec la première question, je pense que ça renvoie à c'est quoi la diversité des gens qui ont envie de faire advenir un projet écologique et social, et donc les coalitions à construire, ce qui passe aussi par le fait de diversifier les figures qu'on peut avoir de ce qu'est des personnes qui soutiennent les questions écologiques et autres. Bon, voilà, c'est un fil en tout cas auquel on réfléchit, mais c'est très ambitieux. Un tout petit complément sur la question de comment on parle aux riches. Voilà. Alors ça, il y a eu quelques études aussi, notamment sur le rapport au temps. Si vous dites le futur est apocalyptique si on ne fait rien, ça engendre du déni. En revanche, si vous leur dites il faut revenir aux bonnes vieilles traditions passées, là tout d'un coup les oreilles s'ouvrent. Donc il y a aussi, et certains républicains aux États-Unis avaient travaillé là-dessus, c'est-à-dire des républicains qui sont conscients de la réalité du changement climatique parce qu'ils croient à la science, enfin, ils sont rationnels de ce point de vue-là. Les valeurs de souveraineté, de sécurité, de transmission d'un patrimoine naturel d'une part, mais qui est aussi un patrimoine de savoir-faire. Alors en France, on a en plus l'agriculture, la gastronomie, donc ça on sait qu'en termes, voilà, c'est directement impacté par les changements climatiques. Donc vous pouvez aussi approcher ces catégories-là en leur disant que si on veut continuer à pouvoir faire du vin en France, par exemple, il ne faudrait pas qu'on arrive à plus 8 degrés, bon, par exemple. Oui, bonjour. Merci à tous et à toutes pour vos interventions. C'était super intéressant. Et moi, encore une fois, ce qui m'a marqué, c'est l'histoire de Myriam, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, et notamment des réseaux qui sont autour d'elle et qui l'aident à être sobre dans son mode de vie. Et donc, je m'interrogeais sur la place de l'État dans la création et le renforcement de ces réseaux, que ce soit associatifs ou autres, ou au contraire, s'il faut encourager des réseaux plus informels, interpersonnels, d'entraide entre voisins, voisines. Et également, comment on fait pour renforcer ces réseaux dans des zones rurales où le voisin, la voisine est physiquement loin et où les services publics sont également très loin des habitants. Merci beaucoup pour votre question. Je crois que c'est vraiment les enjeux fondamentaux sur lesquels travaille le CNLE. Je ne vais pas faire de publicité parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on publie quand même des baromètres régulièrement qui essayent de vous donner une vision de la société qui soit en complémentarité avec celle que donne la statistique publique, l'INSEE ou d'autres producteurs, et qui donne accès, voilà, typiquement à ce que vous venez de dire, les formes d'accessibilité aux services publics en monde rural, comment on fait, qu'est-ce qui est ressenti sur le terrain pour essayer de donner aux politiques les signaux faibles de ce qui se passe dans le pays. Alors, votre question elle est très intéressante parce que dans une lecture, je dirais un peu tocquevillienne, Alexis de Tocqueville, en France, on a un État qui fait les choses. Au Royaume-Uni, on a une aristocratie, une gentry, et puis aux États-Unis, on a la société civile qui s'auto-organise. On voit un peu les choses comme du vase communicant. Soit c'est l'État, soit c'est la société qui s'auto-organise. Moi, je suis absolument convaincu qu'il y a une solution de continuité entre les deux. C'est l'État qui rend possible
par son action, par son soutien, l'organisation de la société autour d'actions associatives, par exemple, d'un tissu de solidarité. Il n'est jamais spontané. Et s'il est spontané, on avait pu le montrer sur la crise sanitaire de la Covid-19, il y a des réactions spontanées, elles s'essoufflent très vite, elles ont besoin d'être portées institutionnellement et d'être soutenues. Donc là, c'est vraiment une question d'équilibrage des solutions, et de la même manière, les solutions qui sont inventées par les plus aisés, à travers des actions, des fondations, des fonds de dotation, elles appellent un moment de la régulation. Et ça, il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Donc je dirais, c'est les deux vont ensemble, et la question des services publics, je prends un cas d'épure, quoi. Si vous avez quelqu'un, Bernard, qui vit en zone rurale, très dépendant de la voiture thermique, vous avez trois solutions, quoi. Soit vous lui faites une taxe carbone, un signal prix qui le renvoie sur les ronds-points rapidement, soit vous, dans le cadre du plan social climat à horizon 2027, l'entrée en vigueur des quotas en transport et logement, soit vous dites c'est trop risqué politiquement ce renchérissement du carbone, je compense. Donc vous ne perdez pas socialement, mais vous perdez environnementalement, parce que le signal prix il est perdu. Soit vous transférez au service public, à une offre sur le territoire, le coût de la transition. Et la collectivité peut l'assumer. Et vraiment, des travaux qui ont précédé ceux du CNLE, ceux de France Stratégie sur la soutenabilité, vont complètement dans le sens de dire c'est à la collectivité d'assumer un coût de la transition par l'accès, là où le fait de rendre accessibles des services fondamentaux de manière homogène ou au maximum sur le territoire pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de ne pas se sentir exclus du mouvement général de la société. Merci. On va prendre deux dernières questions d'un coup. Vous me dites si c'est bon. Du coup, bonjour, Chiara Notarangelo, je suis du réseau du LIER, qui est un réseau de professionnels de l'action publique engagés pour une justice écologique et sociale. J'avais une question sur les possibilités de réunion des différentes actions publiques. Madame Martin, vous aviez parlé justement de réunir les différentes thématiques d'action de l'action publique pour justement construire une transition globale qui couvrait absolument tous les aspects de notre société. Donc, pour vous trois, qui faudrait mettre potentiellement en pilote du projet, vu qu'actuellement c'est surtout comme ça qu'on fonctionne dans l'action publique, ou alors comment mettre en place une implication au même niveau des différentes structures pour construire une gouvernance de cette mise en commun des thématiques? Alors là, il y a une innovation qui a été faite récemment, qui est justement de mettre via le SGPE le pilotage de la transition directement au niveau du Premier ministre. Donc c'était le but. Après, il faut que les arbitrages ils soient aussi en faveur des questions écologiques, ce qui n'est pas toujours le cas, même si on a une instance rattachée au plus haut niveau de l'État. Juste peut-être pour rajouter un petit élément sur ce que vous venez de dire, effectivement, il n'y a pas non plus service public et société civile sans des formes intermédiaires. Je ne me souviens plus du tout du nom de cet élu ni de sa collectivité, je suis désolée, mais qui faisait des choses passionnantes. Par exemple, acheter 4 voitures propriété de la commune, mettre une association de jeunes retraités et ils avaient l'accès aux voitures pour aller où ils voulaient, quand ils voulaient, et ça faisait du covoiturage et ça permet de sortir un petit peu sans avoir chacun. Donc c'est une mutualisation, en plus ça fait du bien social, c'était pas mal. Autre exemple, sur les éoliennes, on sait que c'est très très attaqué aussi par une partie du champ politique, mais en même temps, si on a vu aussi, on a un projet de recherche là-dessus, on les met là où il y a le moins de monde, et là où il y a le moins de monde, c'est aussi souvent là où il y a proportionnellement le plus de personnes défavorisées. Donc ils ont une destruction de leur paysage, en tout cas une destruction, c'est une altération de leur paysage, et aucun bénéfices. Pourquoi ? Parce que les bénéfices vont en gros aux fermiers qui louent une partie de leur terre. Il y a aussi une autre localité qui a fait une régie publique. Elle a racheté les terrains, elle a mis les éoliennes dessus et au final ça permet de faire des tarifs sociaux, ça bénéficie aux gens du territoire. Donc oui, il faut une répartition, encore une fois, équitable des gains de la transition et prendre frontalement la question des perdants, mais des perdants riches et pauvres. Ceux qui s'opposent et qui coincent, c'est aussi
quand ils sont en haut de l'échelle. Donc savoir comment on traite cette question-là. Merci beaucoup à tous les intervenants.